Fiodime Mactea. Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter un livre dans le domaine de l'histoire, de notre histoire, histoire de l'humanité très ancienne, un livre très documenté en images. Voilà, donc c'est à titre, on va dire, récréatif. Et ensuite je donnerai au fil de la présentation des références pour que vous ayez le choix d'approfondir et de faire vos propres recherches et votre propre vision plus affinée sur la question. Avant tout, je vais vous lire un petit texte tiré d'un challenging Question universelle avec Sylvain Didelot, Nurea TV, le 23 janvier 2019. Donc c'est une petite canalisation avec le maître ascensionnier El Morya. Vous regarderez sur Google El Morya. Il y a beaucoup de choses à dire sur El Morya. C'est un maître ascensionné qui a été incarné sur Terre de maintes façons et qui a comme nous cheminé dans plusieurs incarnations. Donc avis à tous ceux qui sont réfractaires aux phénomènes paranormaux, à l'histoire alternative de notre humanité, vous tournez la page, vous allez sur d'autres chaînes, sur d'autres sujets, ça n'est pas pour vous, voilà. Donc avis aux esprits curieux et avides de connaissances nouvelles. Alors, donc cette vidéo du 23 janvier 2019, je vous la mettrai en lien. Je vous cite ce qui a été dit à 1h12 minutes 12. Ça fait 1h12 12. J'ai bien aimé ce chiffre, donc j'ai mis les secondes. Les Atlantes occupaient des cités différentes. L'Atlantide était un réseau de cités. Il n'y a pas qu'une seule cité. Il n'y avait pas qu'une seule cité. La cité principale qui a été perdue contenait le point d'énergie libre de toutes les autres cités. Donc toutes les autres cités ont été obligées d'évoluer car elles n'avaient plus de source d'énergie. L'Atlantide n'a pas disparu à part la cité première. Ce sont ces corps des gens qui ont décidé de partir dans un autre champ dimensionnel pour effectuer ce que vous appelez, entre guillemets, aujourd'hui encore, l'ascension. Ce n'est pas un effacement, l'ascension, mais ce que vous appelez effacement, c'est-à-dire les races qui n'ont pas marché. En fait, on va dire que certaines d'entre elles ont été remplacées sur d'autres planètes, déplacées. Des peuples ont été déplacés complètement. Alors vous retrouverez des squelettes sporadiquement, mais c'est presque un hasard. J'allais dire, c'est une erreur de nettoyage, mais c'est assez hasardeux. Et vous en trouverez pas suffisamment pour vous dire mais ça peut pas exister. Car il y a 8 ou 10 cadavres, squelettes dans le monde et ça vous paraîtra très étrange. Mais c'est parce que la plupart d'entre eux ont été transportés ailleurs. Télétransportés, je devrais dire, ailleurs. Ils ont fini par terminer leur vie ailleurs, mais c'est parce que la Terre est une exception avec cette énergie externe, cette croûte externe, cette atmosphère externe. Et en fait, ce qui fait que vous êtes capable de réunir votre ADN, c'est tout simplement parce que vous subissez les rayons solaires de façon pas unique dans l'univers, mais très rare. Et ouais.
On ne sait pas la chance qu'on a d'être sur cette planète où on a un soleil. Parce que il faut savoir que sur d'autres sources, d'autres recherches ufologiques et même des recherches médiumniques, maintenant les médiums se regroupent avec les ufologues. C'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est unique, hein, vraiment, ça se faisait pas ça avant, pas trop en fait. C'est que en fait, la plupart des planètes sont occupées à l'intérieur. Donc, vous subissez les rayons solaires de façon pas unique dans l'univers, mais très rare. C'est pour ça que votre Terre est un jardin fantastique. Comme si vous étiez la terre cultivable potentielle, la plus riche de l'univers. Une des plus riches de l'univers. Il y en a d'autres, mais vous êtes une des plus riches de l'univers. Donc, elles n'ont pas été effacées, ces races. Elles ont été déplacées, parfois sur des extraterres, parfois sur des intraterres, et par contre, elles n'ont pas été, entre guillemets, réitérées. C'est-à-dire, on leur a pas laissé le temps d'évoluer vers plus de méchanceté. J'adore. Faut savoir que le monde des dinosaures n'était pas un monde très sympathique. C'était un monde très cruel. Justement, où au bout de 23 000 ans, quand on est revenu, quand les êtres galactiques sont revenus, faut que vous sachiez que moi et celui que vous appelez le Christ Jésus, nous avons des contacts extraterrestres réguliers. Eh bien, la décision a été relativement rapide de dire le pourcentage, c'est 50% de guerre, 50% de paix. Or, le pourcentage attendu, désolé, hein, ça fait très scientifique, très culture de jardin, mais c'était 10 à 15%. Au-delà, on pouvait considérer qu'il y avait eu un échec. Donc, toutes les races guerrières ont été éliminées, c'est-à-dire qu'elles ont été placées sur une autre planète, où soit elles s'entretuaient, soit elles trouvaient une solution pour être en paix. Et toutes les races en paix, pour certaines d'entre elles, sont encore sur votre Terre et ont évolué en d'autres espèces. Encore une fois, notamment ceux que vous appelez les chiens, qui à la base sont déjà des mélanges d'ADN extraterrestres, mais qui ont plutôt fonctionné et qui étaient là avant vous, en fait, avant les humains, faut le savoir. Et tout cela, donc, c'est pas une histoire de disparition. Vous imaginez bien que la bonté, entre guillemets, fait que nous ne pouvons pas détruire la vie. Nous sommes trop honorants sur ce qu'est la vie. Donc même ces histoires dont vous avez entendu parler, d'enlèvement, ne sont pas autorisées. Soyons clairs, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé galactiquement. C'est d'ailleurs quelque chose que regrettent ceux que vous appelez les gris. Bien heureuse de le savoir. Qui aujourd'hui sont en train de changer d'avis et se disent qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Enfin. Donc voilà, il n'y a pas de réelle disparition. Il y a eu plus d'enlèvements et remplacements sur d'autres planètes que de disparitions. Tout simplement, comme quand vous vous apercevez qu'une culture ne prend pas, vous enlevez ce qu'il y avait sur cette culture et vous replantez autre chose. À 1h18, donc un peu plus loin, petite note sur le voile d'Isis, toujours même canalisation de Sylvain Didlot sur Nurea TV. Donc à 1h18, à chaque incarnation, vous oubliez tout. Il est dur de revenir sur cette planète en sachant que c'est une des planètes les moins évoluées de la galaxie, que c'est une planète où vous allez prendre le contact avec Dieu, où l'amour est quelque chose qu'il faut construire et n'est pas quelque chose qui est inhérent à l'état d'être sur place.
On parle des humains parce que c'est pas le cas pour les animaux, où il va exister des guerres. C'est un peu comme dire à quelqu'un, entre guillemets, super, il y a la guerre là-bas, le restant de l'univers est en paix, vas-y. Évidemment qu'il faut vous mettre un petit voile avant de venir et que ce voile finit par devenir votre réalité. Et c'est parce que vous avez accepté cette réalité que cette réalité est acceptable. Que vous réussissez enfin à être là. Qui est Joël Lévy? Donc je rappelle le titre du livre, l'Atlas de l'Atlantide et autres civilisations perdues. Alors il date un peu, mais en fait il n'est pas si dépassé que ça, parce que l'idée maîtresse, en fait, il en parle au début du livre, c'est en fait au lieu de vouloir concentrer sur une seule partie du monde cette ancienne civilisation, et des lieux du monde très variés. En fait, cette civilisation a influencé toutes les parties du monde. Contrairement à certaines théories qui jusqu'à présent défendaient l'Atlantide au niveau de l'Atlantique et de la Méditerranée, non, en fait ça va bien plus loin que ça. Et du coup les chercheurs récents maintenant commencent à s'entendre pour évidemment reconnaître cette éventualité. Alors, qui est Joël Lévy? Joël Lévy, il est né en 71, c'est un écrivain journaliste anglais qui vit à Londres. Il est spécialisé dans les civilisations anciennes et mystérieuses. Et il a écrit plusieurs livres, en plus de l'Atlas de l'Atlantide. Il y a un livre qui va bientôt paraître qui s'appelle L'ingénierie et les technologies en un instant, parce qu'il s'intéresse aussi aux sciences. Et il a écrit un livre, une biographie de l'éminent Stephen Hawking, sorti en 2018. Un sacré personnage. Voilà, des choses sur l'alimentation, manger sain, comment ça marche. Comprendre les 50 plus grandes sociétés secrètes, comprendre les 50 plus grandes conspirations. Alors là, on est en plein dedans en ce moment. La Bible des sociétés secrètes. Donc là, c'est très intéressant. Alors, tout ça, c'est chez Très Daniel, mais il y a d'autres éditions, les éditions Erol aussi, où il a édité. Enfin, il a pu éditer d'autres ouvrages. L'Atlas des trésors perdus, rupture de stock, il est épuisé, et l'Atlas de l'Atlantide que j'ai là, qui est aussi épuisé, mais vous pouvez le trouver d'occasion, sachant qu'il y a certains sites qui abusent de ce fait et qui font des prix quand même assez exorbitants. Mais ce livre est très bien fait, il y a des images à toutes les pages, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Il est très inspirant. Bon, ben c'est parti, on tourne les pages, enfin. Voilà, donc le livre, il y a plein de... Donc voilà l'introduction. Donc l'Atlantide de Platon, le monde méditerranéen, les Amériques, l'Atlantide et le Nouveau Monde, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'Atlantide, Mu et la Limurie, les Antilles, et ensuite l'Antarctique, l'océan Indien, les terres légendaires des Celtes, les autres mondes perdus, l'Atlantide et le New Age. Voilà, bibliographie, index, remerciements. Voilà. On y va. Donc l'introduction. Donc lui, il va partout, sur tous les recoins de la Terre, hein, il revendique ce truc-là. Ce qui est la tendance nouvelle, enfin, actuellement.
Voilà, bon, l'idée, tout ce qui est mythique au départ. L'évolution de l'atlantologie. Alors, on commence par l'incontournable Platon, évidemment. Voilà. Avec les traces donc de l'ancienne Égypte. Je vous signale que j'ai fait une vidéo sur les dernières marches, la dernière marche des dieux de Atlantide à Abydos, qui marque la fin de l'époque de l'ancienne de l'Atlantide, hein, et donc toute la mise en œuvre donc du mythe d'Osiris et d'Isis, hein, et les grandes recherches archéologiques de l'époque entre le 19e et le 20e siècle là-dessus, et l'histoire de Dorothy Eady sur toute cette histoire justement de l'ancienne Égypte reliée à l'Atlantide, et les traces sur le temple d'Edfu. Donc c'est magnifiquement bien raconté. Voilà, cité Atlante, la destruction de l'Atlantide, l'Atlantide de Platon, la preuve, le monde méditerranéen, la cité. Alors on passe par tout un tas de cités et de lieux divers et variés de la Méditerranée. Élique, la cité perdue, Tartessos, cité-état de l'âge du bronze, au niveau de Gibraltar. Donc on a des artefacts un peu curieux qui correspondent à aucun autre artefact de la région, de facture particulière. Donc bon, voilà, on se pose des questions. Les peuples de la mer, Carthage évidemment, avec des constructions qui rappellent évidemment la structure d'Atlantis. 3. L'île de Crète évidemment. L'éruption de Terra. Donc là on est dans les îles grecques. Alors bon, chacun y va de sa science. Donc Robert Sarmast, c'est un chercheur, il a élaboré toutes les théories possibles pour que ce soit à Chypre. Mais bon, voilà, en fait, ce n'est pas limité à une seule partie du monde, hein. Voilà, les Amériques. Un nouveau monde vers l'ouest. Alors là, on arrive sur toutes les civilisations indiennes, n'est-ce pas? Parce que les Aztèques, justement, sont considérés comme, justement, les descendants de la civilisation atlantide, parmi d'autres, hein. On a d'ailleurs des traces d'un magnifique témoignage traduit par Anton Parks sur un Indien, et il est traduit de l'allemand, donc Joseph F. Blunrich, à travers la NASA, donc, qui a travaillé à la NASA de 1959 à 1974, et décédé en 2002, et pas très connu. Donc vous avez un très bon résumé en audio sur justement l'expérience de cet homme indien, très détaillé sur l'histoire donc du monde lémurien et Atlantide. Voilà, ça dure 2 heures, c'est lu par Laurent Fent sur SoundCloud, et c'est la longue histoire des Hopis qui est un avertissement. Voilà. Donc ils disent que ce qui compte, c'est la beauté que nous mettons dans notre vie. Le reste, la vie matérielle, importe peu. Donc il y a le vécu dans 3 mondes. Dans le premier est celui de Taowa, le créateur, détruit par le feu, car les hommes deviennent méchants
Mais les Hopis ont survécu. Voilà. Donc après, il y a un deuxième monde, puis le troisième monde qui s'appelle Cascara. Voilà, la terre-mère, ou le pays du soleil. Et Cascara était un continent, la plus grande partie étant au sud de l'équateur. Mu ou Lémurie. Donc c'est un pays qui ressemblait à un paradis très beau, mais cultivé depuis le premier monde, connaissance totale des plantes et des animaux. Et il y avait des clans et des chefs spirituels. Mais bon, apparemment, il y a eu des problèmes après. Enfin, vous écouterez, c'est magnifique. C'est très très bien décrit. Donc voilà, là on arrive à l'océan Atlantique. Donc Ignatius Donnelly. Alors Ignatius Donnelly, c'est vraiment un des premiers chercheur du 19e qui a mis la trace sur l'orientation atlantique de l'origine atlantide et en s'inspirant de l'Égypte ancienne. Voilà. Donc il a écrit Atlantide, monde antédiluvien, ainsi qu'un roman de science-fiction. La théorie pour lui c'était qu'une énorme comète avait détruit, a provoqué des cataclysmes et du coup c'est ce qui aurait expliqué la destruction de la civilisation atlante. Donc c'est intéressant. Voilà donc le mythe et la religion atlante à travers les signes en Arabie, en Inde, en Perse. Les Açores, évidemment. Les Canaries, alors les Canaries, très bien décrits dans le livre que je présente de Anton Parks, La dernière marche des dieux, puisque il explique toute la migration après le cataclysme, le déluge, des populations qui donc se dissémine sur tout le continent et africain et européen et qui donc arrive donc sur l'Égypte, mais entre temps il y en a qui ont survécu et qui sont restés un peu plus à l'est et du coup à l'ouest, et donc on retrouve donc toujours ces pyramides là, des artefacts quand même qu'on retrouve ailleurs, hein. L'Irlande et Tara. Alors il y a aussi la partie nordique. Donc la partie nordique, effectivement, elle est défendue par donc d'autres personnages. Donc pour la partie nordique, côté Atlante, eh bien on a un personnage qui a adhéré au parti Nadi, donc c'est écrit là, vous pouvez voir le texte. Du coup il a fait des recherches qui sont quand même valables malgré ça, et il a inspiré Oleg de Normandie. Donc un personnage qui s'appelle Oleg de Normandie, donc qui a une chaîne YouTube, qui donc défend le point de vue des Vikings évidemment, et les recherches du côté de nordique de l'origine donc de cette civilisation. Et les écrits de Platon le confirment, hein. Il y a des papyrus égyptiens qui parlent donc d'une île engloutie au large du Danemark, une zone non navigable très vaseuse, il y a un château royal à cet endroit, Heligoland, il y a une zone bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc les Hyperboréens face à l'Empire, donc écrit par Oleg de Normandie, esprit-viking.com. Donc il défend le point de vue donc des Vikings qui étaient des navigateurs exceptionnels, et qui n'étaient pas que des navigateurs exceptionnels, mais qui étaient une société issue de l'Atlantide, et il y avait une symbiose parfaite avec la nature et le divin, il y avait un niveau de conscience supérieur maîtrisé, ils n'étaient pas si violents que ça, et on a voulu continuer à vivre, ils ont voulu continuer à vivre leur idéal issu de l'Atlantide malgré l'intolérance romaine. Voilà, il y a une grosse propagande par rapport au monde romain.
pour effacer ces traces donc de civilisation qui étaient quand même avancées et non pas des barbares qui mangeaient de la viande. D'ailleurs, ils étaient très respectueux des animaux. Les femmes avaient tous les droits et c'était les maîtresses en ésotérisme. On les appelait les volvas, femmes druides. Et il y avait un grand respect pour les animaux et on ne les tuait seulement avec des rituels, et la chasse était sacrée. Et donc ils mangeaient la plupart du temps, ils étaient végétariens. Et un animal, non, ne le tuait pas parce que c'était précieux. Voilà. Il était hors de question de tuer les animaux comme ça pour se nourrir. Voilà, contrairement à ce qu'on croit. Et en plus, ils étaient très toniques et au niveau de la santé, il est prouvé que du coup ce genre d'alimentation est extrêmement bénéfique. Alors le Pacifique, l'Atlantide, Mu et la Lémurie. Alors la Lémurie, vous avez Romain Criou qui en parle sur Nura TV, je vous recommande, c'est une super recherche et il va relater là plein de personnages qui sont présentés dans ce livre, dont justement lui là, Henkel. Et on a aussi donc Carl von Linné qui est un Suédois et qui avait été observé des animaux en Afrique, Sri Lanka, à Madagascar, à Sumatra, Bornéo, au Bengale. Et il avait observé que il trouvait les mêmes traces donc d'animaux et du coup il les avait appelés lémures en anglais et ça a donné les lémuriens. Voilà. Il a lancé l'idée que ces animaux ils partaient de l'Afrique jusqu'en Inde. Donc et Ernst Haeckel lui donc réalise une carte, la Lémuria localisée, donnant l'origine des humains aux alentours de la mer d'Arabie. Donc il y a une idée de la Lémurie qui est née avec des scientifiques comme Carl von Linné, Saint-Hilaire, Scudder et Blandford et Henkel. Voilà. Voilà, on arrive à Madame Blavatsky. Alors, Madame Blavatsky, c'est vraiment un grand phénomène. Hein, et on ne peut pas passer à côté de Madame Blavatsky si on s'intéresse à l'Atlantide, évidemment, et même à la Lémurie. Alors, Helena Blavatsky, c'est une dame très particulière. Vous pouvez trouver des traces, effectivement, de ses livres partout, et aussi des vidéos qui relatent son histoire qui est très particulière puisque c'est une femme au 19e siècle qui est quand même a été exploratrice, qui est partie jusqu'au Tibet et qui a fait des recherches sur les traces des civilisations anciennes et spirituelles. Voilà, donc fin 19e siècle, le monde occidental est en pleine évolution, il y a une grande révolution culturelle et l'affirmation d'une science conquérante qui promet de tout expliquer avec la raison. Donc on a ce problème actuellement, n'est-ce pas? Et donc il y a des problèmes technologiques avec l'électricité qui modifient toute la société. On a Nikola Tesla qui est né en 1856 et qui invente la bobine Tesla en 1891. Et il y a du coup la religion qui est menacée dans ses retranchements. Il y a le concile donc en 1870 qui proclame l'infaillibilité du pape. Donc le spiritisme se développe, la découverte des mondes parallèles, invisibles, et on communique avec les décédés. Il y a la psychologie qui se développe, la révolution industrielle qui cause des problèmes avec les ouvriers qui donc commencent à se réveiller, n'est-ce pas? Donc il y a des grands projets d'exploitation de la planète. Et Helena Blavatsky déclare d'ailleurs qu'on entrait dans une ère de désenchantement, idée reprise par Max Weber après la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Voilà, donc on redécouvre des richesses en Orient. Et Helena parle donc de grands sages et met en avant que la science actuelle et la religion traditionnelle ne sont pas infaillibles. Voilà. Donc, du coup,
Elle écrit donc en 1877 Isis dévoilée. Donc c'est le besoin de retrouver une spiritualité universelle. Elle rappelle qu'à la source de toutes les religions il y a une spiritualité et que toutes les religions appartiennent comme les feuilles d'un même arbre, hein, voilà, la même source. Et il n'y a pas un dieu anthropomorphe, mais un principe divin qui nous transcende. Alors ça, c'est énorme. Voilà, elle explique la loi des cycles. Voilà. Et qu'on retrouve dans son livre suivant, qui s'appelle La doctrine secrète. Voilà. Donc la doctrine secrète, elle explique les 7 races. 7 races racines. Voilà, race souche, race racine. Et donc là, je vous laisse voir ce fameux tableau où il y a les 7 races. Et donc à chaque fois qu'il y a et à chaque fois qu'il y a une destruction d'une civilisation, on passe à une autre race ou civilisation. C'est assez impressionnant, quoi. Donc ça commence à 300 millions d'années à 152 millions d'années. Il y a un tableau qui est élaboré par William Scott Elliott, qui est un adepte, donc un disciple de Helena Blavatsky, et qui donc parle de la Lémurie perdue. Parce que là, on arrive sur la Lémurie. Et donc, il décrit la vie et les œuvres des Toltecs. Voilà, donc il a fait des recherches. Et il a établi donc des tableaux et des cartes. Donc on a plusieurs cartes. On a des cartes. Donc je vous les montre. Donc la première c'est de 300 à 152 millions d'années. La deuxième 152 millions d'années à 1 million. La troisième, 1 million d'années à moins 800 000. Ensuite, de moins 800 000 à moins 200 000. De moins 200 000 à moins 80 000. Et de moins 80 000 à moins 12 000. Et là, ça correspondrait à la dernière destruction de l'île de l'Atlantide, Poséidonis. Voilà. Donc, William Scott Elliott. Donc, il y a aussi une vidéo absolument incroyable qui trace tout ça en détail de Damian sur Nurea TV, qui vous explique en plusieurs heures les mythes antédiluviens. Il était une fois les 7 races, Nurea TV. Là, il explique tout ce qui s'est passé pendant ces périodes. Et alors, Rudolf Steiner, c'est génial. Alors, je suis pas très d'accord avec ce qu'il dit là, Joël Lévy. Un des plus grands visionnaires et gourous du XXe siècle. Bon, c'est peut-être mal traduit parce que c'est traduit de l'anglais. Gourou, non. Il a fait énormément par rapport à l'éducation des enfants. Où il y a plein d'écoles, les écoles Waldorf, qui sont des écoles humanistes et qui sont absolument géniales. On a travaillé aussi avec les recherches de Goethe sur les plantes. Enfin bon, voilà, les archives akashiques sur l'âme. Il a travaillé sur l'âme. D'ailleurs, ses enseignements autour de la beauté, parce qu'en fait tout est lié à la beauté de la nature. On enseigne aux enfants la beauté des choses avec tous les équilibres, aussi bien de la nature que des saisons. Enfin, tout est relié et c'est génial. Mu, le continent perdu du Pacifique. Donc là, on arrive plutôt du côté, voilà, James Churchward. Donc il a beaucoup travaillé sur Mu. Voilà, c'est un personnage important. Aussi pittoresque que la vie de Donnelly, voilà. Bon, j'aime pas ce qu'il dit. Vie aussi suspecte que celle de Madame Blavatsky. Bon. Jugement de Joël Lévy, bon, voilà. Sous réserve. Voilà, si vous voulez regarder, vous avez le temps de faire des captures d'écran. Alors là, on est du côté du Japon. Les ruines de Yonaguni en souterrain marin, évidemment,
c'est aussi du côté du Pacifique hein, qu'il y a des choses. Alors, Sir Francis Bacon. Alors là, c'est pas Francis Bacon de l'époque de Picasso, hein, peintre que vous pouvez voir au musée d'art moderne ou à Beaubourg. Non, non, non. C'est un autre. Il est né en 1561. Voilà. Et donc, voilà, première aventure de science-fiction à l'époque de l'âge moderne. Très intéressant, hein. Voilà, donc les Antilles. Edgar Cayce, alors là, on ne peut pas passer à côté d'Edgar Cayce. Vous avez une magnifique vidéo de Elisabeth de Caligny qui explique la vie d'Edgar Cayce. Alors, Edgar Cayce, il a fait de la canalisation, il a soigné des milliers de gens avec l'hypnose. Il a traversé des vies, multiples vies. Il avait des dons paranormaux, on va dire, extrêmement développés. Donc il a une vie complètement atypique aussi. Et il a donné beaucoup, il a fait beaucoup avancer les recherches par la médiumnité et très détaillées. Hein. Et ça rejoint ce que le fameux indien ours blanc dans Cascara raconte, traduit par Anton Parks. Voilà, on a vraiment un bon support et c'est une très belle histoire cet homme. Voilà. L'âge d'or de l'Atlantide aussi est tracé par Diana Cooper. C'est un fichier téléchargeable, vous avez une méditation même associée et ce sont plusieurs CD intégrés en MP4 sur YouTube. Donc là c'est de moins 52 000 à moins 10 000 et ça rejoint le calendrier donc de Scott Elliott, puisque là on est dans la dernière partie de l'Atlantide à moins 52 000 BC hein, avant Jésus-Christ et ça retrace tout ce qui se passait dans la civilisation atlante à cette époque. Donc voilà, il y avait déjà des populations qui n'étaient pas en accord évidemment. Donc elle raconte les fils de Bélial, les tenants de l'ombre hédonistes, vie de débauche et cherchant le contrôle, le pouvoir, et de l'autre côté les enfants de la loi de 1 en quête de développement spirituel et recherchant l'unité avec Dieu, tous les êtres et toutes les choses. Voilà. On parle des animaux sauvages aussi qui parcouraient le pays, qui étaient des gigantesques chats, d'énormes chevaux, des mammouths et des immenses éléphants qui mettaient les humains en difficulté malgré leur technologie avancée. Donc il y a eu une réunion de 5 nations qui eut pour résultat la création d'une bombe atomique pour tuer les animaux et il y a eu une destruction plus grande que prévu et la dévastation du pays. 2000 ans plus tard, il y a eu l'inversion des pôles et le continent se divise en 5 îles et les animaux sauvages disparaissent. Et il y a un développement nouveau de l'Atlantide jusqu'à devenir florissante. Mais le déclin spirituel est à nouveau en marche et donc il y a un déplacement du pôle magnétique de la Terre en moins 28 000. Donc, et là, moins 28 000, ça marque le début de l'ère glaciaire. L'Atlantide devient une île reliée à l'Amérique du Nord par un archipel. Et c'est le début de l'âge d'or. Voilà, donc je ne vous raconte pas la suite. C'est très intéressant. Et là, on arrive dans les maîtres, on va dire, de l'ancienne Égypte. Thoth, Isis, Horus, les dieux, mais qui étaient peut-être des êtres réels. Comme il est sous-entendu, supposé dans le livre d'Anton Parks, La dernière marche des dieux, dont je vous ai parlé sur une autre vidéo. Voilà, donc ils ont un pouvoir de la pensée, la maîtrise sur le déplacement, la densité des roches, la construction, la manifestation d'objets, la visualisation et une attention concentrée. Voilà, donc la loi de 1 et les fils de Bélial, ben voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, ça concerne l'époque atlante à moins 52 000. Raconté par Diana Cooper.
Bon, la technologie Atlante, hein, des appareils volants sous-marins, des centrales électriques, et je dirais même hydroélectriques, on en parle beaucoup dans la dernière marche des dieux d'Anton Parks. Et cette reconstitution justement de construction aquatique en ancienne Égypte, très intéressant. Voilà les îles de Bimini, Cuba, le berceau de la civilisation du Nouveau Monde. Voilà, tous les endroits sont concernés. Hein. Tout. Alors la carte de Piri Reis. Alors la carte de Piri Reis.